On parle de tout. On parle de tout sur Radio Grand Lac. Bienvenue à tous, bonsoir. Bienvenue sur Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et de tout le territoire Grand Lac. C'est Sullivan à l'antenne. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les lundis dans mon émission On parle de tout. Vous le savez, parlez-en autour de vous. Radio Grand Lac, c'est votre radio. Vous nous retrouvez sur le 88 FM ou sur radiograndlac.com. Suivez-nous, likez, partagez notre actualité via notre page Facebook, comme déjà plus de 1600 personnes l'ont déjà fait. L'actualité sur Radio Grand Lac, c'est en ce moment l'événement des fêtes. C'est Quasi Noël. Retrouvez-nous, les bénévoles de Radio Grand Lac, au Casino Grand Cercle, pendant 3 jours, les 21, 22 et 23 décembre, pour présenter de super artisans locaux, beaucoup d'animations autour de Quasi Noël, avec la présence notamment d'une star internationale, le Père Noël sera là, et c'est la folie. Venez nombreux, ça va être génial. On démarre comme chaque semaine dans notre émission avec les remerciements. Alors un grand merci pour Ludovic infirmier au terme de Marlioz. Et pendant 1 heure, la semaine passée, on a parlé des autres termes d'Aix-les-Bains, complémentaires à ceux de Chevalet. Les termes de Marlioz sont en face de l'hippodrome et soignent avec leurs os les problèmes pulmonaires notamment. On a appris plein de choses. Alors encore un grand merci à toi Ludovic, bravo pour ton engagement et longue vie au terme de Marlioz. Tiens, puisque j'évoque l'engagement, mes invités de ce soir ce sont des engagés de l'ombre. Et je voulais consacrer cette première émission de décembre et à la dédier aux plus démunis. Le froid s'est définitivement installé sur notre territoire et dans nos rues, à Aix-les-Bains notamment, il y a des personnes qui n'ont pas d'endroit où aller et qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Mais des hommes et des femmes travaillent chaque jour à leur mieux-être, à prendre soin d'eux au maximum. Parmi eux, une association que vous ne connaissez probablement pas, mais d'ailleurs ça tombe bien parce qu'on va en parler. Ça s'appelle la Sasson et ils œuvrent au quotidien en faveur des sans-domicile. J'accueille et je donne la parole ce soir à Aziz Albaraoui et Marc Matret, engagés au quotidien, qui vont nous parler de leur action en Savoie. Vous êtes sur Radio Grand Lac, émission humainement exceptionnelle jusqu'à 20h, 88 FM. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. La basse mythique de Queen, et on est ce soir sur Radio Grand Lac, 88 FM jusqu'à 20h. C'est Sullivan dans votre émission On parle de tout, et ce soir j'accueille l'association La Sasson. Et j'accueille en face de moi le premier que je vais présenter, c'est toi Aziz. Salut Aziz, bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation ce soir. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce qu'est la Sasson ? Présente-toi. Alors bonsoir Sullivan, et merci de ton invitation, parce que je tenais vraiment, c'est la deuxième invitation, et je tenais à te remercier, en tout cas à remercier donc la Radio Grand Lac, de rendre audible ce qui est invisible, et qu'on puisse vous parler un petit peu de notre travail et surtout des publics qu'on accompagne au quotidien au niveau de la Savoie dans notre association qui est la Sasson, donc l'association savoyarde d'aide, d'accueil et de soutien et d'orientation. Donc on est une association qui est en charge des publics, les publics les plus fragiles en Savoie, dont les personnes qui sont sans domicile fixe, mais pas seulement, Donc voilà, puisqu'on va de l'urgence sociale au logement accompagné. Et donc moi, je suis chef de service à la Sasson, donc plus particulièrement sur le territoire d'Aix-les-Bains. Où vous d'ailleurs à Aix-les-Bains ? Alors, j'ai en gestion donc plusieurs établissements, dont le CHRS d'Aix-les-Bains, donc qui se trouve au 98 avenue de Marlioz, mais aussi un centre d'hébergement d'urgence qui se trouve Boulevard des Côtes, le 15 et 17 Boulevard des Côtes, où il y a une résidence accueil qui accueille aussi des publics avec de la souffrance psychique. Donc là, on est vraiment dans le centre-ville, 88 avenue de Marlioz, 15 Boulevard des Côtes. Voilà, c'est 15 Boulevard des Côtes, c'est juste en face de l'église d'Aix-les-Bains. Voilà, et du musée fort. Et du musée fort. L'avenue de Marlioz, on est très proche de l'hippodrome, si je dis pas de bêtises aussi, et du centre commercial géant. Et donc toi, ton travail là, la décembre vient de démarrer, le froid s'est installé sur Aix-les-Bains et son agglomération au quotidien. Donc du coup, la Sasson, elle œuvre pour aider les plus démunis, c'est bien ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'une des activités un petit peu, en tout cas. Qui prend une grande part de notre activité au sein de la Sasson, c'est ce qu'on appelle le plan hivernal du 1er novembre au 31 mars, où il y a l'ouverture de plusieurs structures, ce qu'on appelle les centres d'hébergement d'urgence et les hébergements d'urgence sur l'ensemble de la Savoie. Et donc du coup, on a aussi des renforts en termes d'accueil de jour, d'équipes de rue ou de maraude.
Et donc, dans l'idée, c'est de ne laisser personne à la rue pendant cette période-là, en tout cas de proposer un hébergement à toute personne qui le souhaiterait et qui se trouverait dans une situation difficile. À ta droite, Aziz, tu es accompagné ce soir par Marc Martret. C'est lui. c'est bien. Et donc, du coup, Marc, toi aussi, tu travailles à la Sasson, mais tu as un rôle qui est complémentaire à celui d'Aziz. Tu peux nous en parler un peu ? Oui. Donc, en fait, j'ai la charge, j'essaie de faire l'entretien et la maintenance des équipements. Donc, pour accueillir justement les personnes qui sont prises en charge par les équipes pédagogiques de la Sasson. Je suis aussi sur la captation des logements, alors parc public et parc privé, donc en contact avec des propriétaires privés qui nous proposent régulièrement des logements pour pouvoir faire sortir les personnes des centres d'accueil. Et on est également sur une réponse ciblée, puisque donc Paul Tamburini, la directrice, nous donne les orientations prises par les services de l'État. Et on essaie de répondre en faisant de la prospection, de la recherche donc d'équipements correspondant le mieux possible aux publics qui sont à loger, puisque la philosophie du service, outre la partie entretien technique dans le respect d'un budget qui est souvent limité, donc on essaie de répondre et d'équiper aussi bien les établissements que les logements loués de la meilleure façon pour que les occupants se sentent bien et s'approprient les lieux, mais aussi que l'on ait le respect de ce qui nous est mis à disposition, parce qu'on se doit en sous-locataire, puisque c'est le cas, donc de pouvoir répondre et de respecter le bien qui nous est confié. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que bien souvent, on a tendance à croire, à penser que finalement, les personnes en grande difficulté, c'est une mission régalienne de l'État, mais en réalité, par ta prise de parole, tu es en train d'expliquer que en fait, c'est aussi la mission de tout à chacun, et que n'importe quel propriétaire peut mettre à disposition son bien, effectivement, mais bien sûr, moyennant loyer, évidemment, mais c'est peut-être que tu nous en as parlé aussi, de permettre justement aux plus démunis, pourquoi pas de sortir de la rue. Oui, c'est un équilibre, et puis c'est le fait surtout d'être dans une complémentarité. Positionner quelqu'un sur un cœur de ville au sein d'une copropriété ou d'un immeuble collectif avec des personnes classiques, dites classiques, c'est vrai que c'est le meilleur outil et le meilleur tremplin pour que les personnes s'intègrent de la meilleure façon et qu'elles se sentent le moins possible marginalisées. Elles arrivent avec beaucoup de soucis dans la tête comme physiquement. Et donc, quand elles rentrent, il faut vraiment que le logement corresponde, qu'il soit utilisé de la meilleure façon. Donc, c'est pas toujours le cas. Hein. On intervient régulièrement, et ça, c'est les équipes pédagogiques qui sont là pour l'accompagnement. Il arrive que ça dérape et que les choses qu'il y ait une nécessité de cadrage, mais il est nécessaire qu'on puisse être sur le cœur de ville, sur une mixité complète, et que ces personnes puissent être monsieur tout le monde ou madame tout le monde dès lors qu'elle sort ou qu'elle rentre dans son logement ou dans l'immeuble où elle vit. Vous l'aurez compris, sur Radio Grand Lac, ce soir on parle des plus démunis et surtout de ceux qui s'engagent au quotidien pour permettre justement à ces personnes de retrouver une dignité, de retrouver une vie normale. On se retrouve après une courte page musicale sur Radio Grand Lac. L'immobilier de votre région. Avec votre émission, on parle de toi sur Radio Grand Lac. Ah oui, on parle d'immobilier, on parle aussi donc avec Marc Martret d'immobilier, des perspectives immobilières justement pour sortir de la rue ou de situations précaires les plus démunis. Et on parle aussi d'immobilier parce que quelque part, ceux qui n'en ont pas font aussi partie du paysage immobilier en France. Et sur ce 2 décembre, je pense qu'il est nécessaire de pas les oublier. Pour revenir justement sur justement le rôle de la Sasson, c'est une association qui a été créée quand ? À quel moment est venu le déclic ? C'est quoi la Sasson précisément ? Alors, l'association La Sasson a été créée en 1994. Donc,
Donc, elle avait pour but de mutualiser un petit peu plusieurs associations en Savoie, qui dataient des années 80, qui géraient des CHRS, donc des petites unités en fait sur le département, pour essayer d'avoir entre guillemets une force de frappe plus importante en Savoie. L'idée de créer cette association pour mutualiser dans un premier temps l'ensemble de ces associations, pour donner une forme juridique de fédération, et ensuite pouvoir un petit peu mutualiser les moyens, les financements, et donc avoir un ancrage territorial un peu plus important, et pouvoir avoir aussi une force de discussion avec l'État, les mairies sur ces sujets-là. Et dans l'idée, l'association, ça représente combien de bénévoles, combien de salariés dans cette association? Alors, donc on a un conseil d'administration donc qui sont bénévoles, comme toute association loi 1901. Donc on a à peu près au niveau des salariés 150 salariés. On a quelques bénévoles qui en tout cas qui circulent autour de l'association, qui interviennent de temps à autre sur des actions. Mais nous n'avons pas un pool de bénévoles comme d'autres associations de type Emmaüs, Croix-Rouge ou autres secours populaires. Parce que vous êtes certainement aussi un peu moins médiatisé. Voilà. Peut-être qu'au niveau de l'action, vous n'êtes pas suffisamment relayé. Il y avait une idée dans les années 90 vraiment de professionnaliser ces métiers, d'accueil, d'évaluation et d'orientation de ces publics-là. Et donc les associations, puisqu'il y en avait plusieurs au départ, et l'association L'Assasson aujourd'hui, s'est créée justement sur cette professionnalisation de la prise en charge des personnes sans abri. Donc là, le champ d'action, il est sur toute la Savoie. Oui. Et donc là, dans l'idée, comment est-ce que vous faites pour savoir précisément qui se situe en situation de détresse à un instant T? Vous pouvez pas avoir les yeux partout, j'imagine. Alors, dans l'idée, on a un maillage, donc un maillage important, puisque du coup, au niveau du département, nous avons des structures sur Albertville, Moutier, Modane, Ugine, Chambéry, Aix, Aiguebelle. Aussi Aiguebelle. Donc, on a ce maillage-là de structures qui nous permet, avec nos professionnels, d'avoir un maillage avec les partenaires pour avoir des remontées, en tout cas, d'informations de personnes qui se trouveraient en situation difficile. Et puis, on a des outils très importants comme le SIAO, donc le service intégré d'accueil et d'orientation, où l'ensemble des demandes d'hébergement et de logement accompagné atterrissent un petit peu. C'est-à-dire que ceux qui appellent le 115. Voilà, exactement. Avec le 115, donc le SIAO, il y a le SIAO insertion, et puis vous avez le SIAO 115, qui est au niveau de l'urgence, où l'ensemble des demandes d'hébergement d'urgence arrivent à ce niveau-là. Et là, donc, du coup, le froid s'est renforcé. Est-ce que, du coup, vous renforcez également votre action? Alors oui, c'est un renforcement très important. Alors c'est l'État qui renforce, et puis nous donne cette mission-là. On a l'ouverture de plusieurs structures en Savoie. Donc sur Aix-les-Bains, je vais commencer Aix-les-Bains, pas Aix-les-Bains. On a un centre d'hébergement d'urgence de 20 places. Et en fait, on a une augmentation de places. Donc là, c'est Boulevard des Côtes, là. Voilà, de 24. J'ai fait une erreur de 24 places aujourd'hui, pérennes, donc à l'année. Et puis, pendant la période hivernale, nous avons 12 places supplémentaires. Donc, on a une capacité de 36 places d'hébergement. Donc, sur la Villa Carmen, donc boulevard des Côtes. Oui. Sur Chambéry, on ouvre différentes structures. Le relais Grand Froid, avec 28 places d'hébergement supplémentaires. Le CHU de Bassin, 66 places. Le CHU de Henri Pierre, qui a ouvert le 4 novembre. On pourra en dire un mot. Donc, un nouvel outil, qui a été capté. Je pense que Marc pourra en parler. On a 38 places d'hébergement. C'est toi, Marc, justement, qui, en fait, toi, ton rôle, c'est de prospecter, justement, pour trouver toutes ces places d'accueil-là? Alors, sur cette maison particulièrement, la captation a été faite par Paul Tamburini, puisqu'elle a fait le repérage elle-même en étant à proximité. Elle nous a appelés en nous disant il y a une maison qui est plutôt bien située, qui correspondrait au volume. Essayez de voir de quelle façon on peut faire une faisabilité. Donc, on a tout de suite, je crois, le jour même appelé l'agence qui vendait, et on a fait une visite rapide et produit une faisabilité pour arrêter une affaire qui s'est faite relativement vite, puisque derrière il y a eu un porteur qui est un bailleur public, qui est Cristal Habitat, donc qui a fait l'acquisition de cette maison. Et l'Assasson, derrière, a pris un emprunt avec, bien sûr, une partie d'aide des services de l'État, puisqu'on bénéficie des crédits d'humanisation
proposée par les services de l'État. Donc c'est l'ANA qui porte cette ligne, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Merci. Et donc sur le volume de travaux, puisqu'on a eu à peu près 300 000 euros de travaux de requalification de cette maison et de création des conditions d'accueil avec toute la sécurité voulue, donc on a pu créer 38 hébergements dans une maison qui était très très bien située pour nous, à proximité à la fois de nos services, mais aussi des services que les occupants ont au quotidien, puisqu'il y a bien sûr la nourriture, il y a le soin, il y a l'accompagnement. Et donc c'est vraiment une maison qui fonctionne qu'en soirée pour la mise à l'abri. Et le lendemain, les personnes sortent pour aller sur des accueils de jour ou aller sur auprès d'autres organismes. Puisque l'assassin fait les choses aussi et partage bien sûr ses actions avec d'autres partenaires. Ça se manifeste comment en fait dans un appartement qui est mis à disposition justement d'une personne? Tu parlais tout à l'heure de soins, tu parlais tout à l'heure de repas. En fait, il y a quoi? Il y a un pôle infirmerie, il y a aussi une cantine. Comment ça fonctionne? Alors peut-être que Aziz peut en parler, mais sur la définition, si on parle bien d'une maison telle que celle de, par exemple, la maison Henri Pierre, c'est un lieu où on doit avoir un espace de vie pour que les gens puissent se retrouver en soirée pour essayer quand même, parce qu'ils ont quand même passé la journée dehors. Donc il faut qu'il y ait du chauffage, une télé, des lieux où ils puissent s'asseoir, dialoguer, échanger, et puis avoir le principal, si je puis dire, c'est d'avoir une douche des plus chaudes pour que les personnes se retrouvent et aient du sentiment de soin de sa propre personne, quoi. Parce que prendre une douche chaude, ça peut paraître tout à fait anodin mais quand on est effectivement dans la rue et dans le souci, avoir un peu de soin comme ça et du bien-être, c'est vrai que ça permet de regonfler un peu les batteries et de passer une bonne nuit dans de bonnes conditions, entouré de personnel qui sont qualifiés pour à la fois l'écoute, mais aussi la sécurité. Et donc du coup, là-bas, on peut prendre le petit déjeuner avant de repartir aussi, c'est prévu? Alors ça dépend au niveau de quel centre d'hébergement d'urgence. Mais en tout cas, si on prenait l'exemple de la Villa Henri Pierre, l'idée c'est que nous, on assure un peu l'abri, qu'ils aient la possibilité de pouvoir avoir une douche chaude, en tout cas, qu'ils puissent avoir un lit propre, parce que c'est ça aussi, un lieu propre aussi, qu'ils puissent se retrouver dans une forme d'intimité quand ils sont en famille. Ça aussi, c'est très important. Et une forme de sécurité aussi. Parce que vous savez, la rue, c'est très insécurisant. Et donc, une forme de sécurité. Dans l'idée, c'est d'assurer au mieux, en tout cas, que l'assassin assure au mieux ces missions-là premières, qui sont les nôtres, originales, d'origine, entre guillemets. Et puis, de travailler avec les partenaires pour tout ce qui est au niveau du petit déjeuner, où on travaille avec la cantine savoyarde sur Chambéry, où du coup, c'est vraiment une restauration solidaire, où ils vont pouvoir venir prendre un petit déjeuner le matin, en sortant de chez nous, un petit déjeuner le matin, un déjeuner à midi, et puis le dîner. Voilà. Et dans l'idée, pour vraiment que les personnes ne se retrouvent pas dans un phénomène d'errance dans la ville ou dans la rue, on a vraiment essayé, avec l'ensemble des associations, d'essayer de trouver, parce que quand les personnes sortent de chez nous, puissent aller sur la cantine savoyarde, puissent après aller sur un accueil de jour que l'association gère. Mais dans cet accueil de jour, nous avons aussi beaucoup de partenariats, justement avec le soin, puisque Marc t'en parlait, au niveau psychique aussi, mais au niveau sanitaire, puisque dans cet espace-là sur Chambéry, l'espace Abbé Pierre, on a aussi la PASS, la permanence d'accès aux soins de santé, qui dépend de l'hôpital de Chambéry, de l'hôpital maintenant. Et nous avons aussi l'EMPP, l'équipe mobile en précarité psychiatrie, qui dépend du centre hospitalier spécialisé de Bassin, l'hôpital spécialisé. Et puis, nous avons aussi des bénévoles, des dentistes, qui viennent aussi faire une permanence pour pouvoir permettre aux personnes d'avoir quelques soins au niveau des dents. Et il y a un podologue, me semble-t-il. Il y a des cours de français, il y a des activités. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de les sortir un peu de ce quotidien-là, de la difficulté, de la souffrance un petit peu quotidienne, pour revenir sur des activités de tout un chacun, Voilà, de tout un chacun. Donc il y a également une prise en charge, un réel accompagnement pour essayer de faire réémerger ces personnes, de manière à ce que justement peut-être qu'ils retrouvent aussi, pourquoi pas, le chemin de l'emploi.
Oui, exactement. Alors, ce qu'on appelle les centres d'hébergement d'urgence, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, alors voilà, mettre entre guillemets, le filet de sécurité, quoi. Oui. Pour éviter vraiment de se retrouver dans un squat, à dormir dans sa voiture, dans un abri de fortune ou dans une cage d'escalier, voilà. Alors, donc, comment convaincre, parce que du coup, oui, j'ai un million de questions qui, à la fois, je suis désolé, mais comment convaincre peut-être quelqu'un qui se retrouve dans une situation d'extrême précarité, dire on a tous un peu d'ego, tous un peu d'orgueil, c'est pas évident de faire face à un constat aussi terrible que celui peut être capable de subvenir à ses propres besoins. Quelles sont les approches? Alors, c'est vrai que c'est une vraie question, parce qu'on a l'impression que si on se retrouve à la rue, on accepte un hébergement pratiquement de fait, quoi, pour se sécuriser, ce qui n'est pas le cas. Vous avez bien identifié un petit peu l'orgueil, la honte, le phénomène de honte. C'est sentiments. Et c'est vrai que on essaie de tendre la main, mais elle n'est pas tout le temps prise en tout cas. Donc, dans l'idée de ces équipes professionnelles de maraude et d'équipes de rue, sont formées justement à ces premières approches. Où du coup là on va pas vraiment sur quelque chose de très violent, allez, on te met dans la voiture, on t'emmène dans un hébergement, tu seras au chaud, mais on est vraiment là sur apprivoiser un petit peu les choses, essayer de se comprendre déjà pourquoi tu en es arrivé là, quel est ton parcours, parle-nous de toi, quoi. Voilà, comment on peut faire pour t'aider, qu'est-ce que tu es prêt à accepter dans un premier temps. Et c'est vrai que c'est toute cette période là où justement on leur donne de l'information aussi, on va leur dire qu'il y a des accueils de jour, qui peuvent laver leur linge ici, qui peuvent aller chercher un peu de vêtements, qui peuvent aller chercher une aide alimentaire, voire une aide financière quelque part. Voilà, il y a une forme d'information comme ça qui est faite par les équipes. Et quand la personne est prête, et donc du coup là on se saisit de cette demande-là et on passe bien sûr par le 115 pour après les héberger. Et puis après l'hébergement d'urgence c'est bien une première étape dans le parcours, si on peut parler de parcours. Mais dans l'idée c'est que cette période-là d'hébergement d'urgence dure le moins de temps possible. Quand vous dites le moins de temps possible, c'est quoi à peu près? Écoutez, si ça pouvait ne durer que 5 nuits, c'est notre période, le temps de l'évaluation qui est, ça pourrait, sauf que on sait que les places d'hébergement d'insertion, c'est un petit peu le deuxième palier. Oui. L'hébergement d'insertion, c'est souvent, il y a peu, en tout cas, dimensionné par rapport au nombre de personnes à la rue, il y a peu de places et donc, du coup, il y a de l'attente un peu, de 2 à 6 mois d'attente dans les établissements pour justement après pouvoir engager, parce que c'est vrai que quand vous n'êtes pas sécurisé par un logement un peu plus pérenne que l'hébergement d'urgence, Marc le disait bien, c'est-à-dire qu'on a une ouverture à 19h30 et on ferme à 7h30 le matin, quoi. Donc pensez à l'emploi, pensez à remettre en place tout ce qui fait un petit peu de la réinsertion. Souvent, c'est pas encore la bonne période, même si certains y arrivent, c'est pas la bonne période. On a besoin d'une forme de stabilité par le toit ou par le logement. Marc le disait bien en début, c'est-à-dire que l'un des premiers déterminants d'insertion, c'est le toit. Voilà. Ouais, et le toit, pas n'importe où. Je pense que la meilleure approche possible, c'est de donner les repères que les gens ont connus, parce qu'ils n'ont pas toujours été dans la rue. Donc, ils ont forcément, à un moment donné, dans leur parcours, connu un foyer, connu des repères très, très différents que ceux qu'ils connaissent aujourd'hui. Et le fait de créer des maisons, puisque nos établissements s'appellent souvent villas, donc on essaie de leur donner un lieu qui leur permette de se repérer, alors à la fois par tout ce qui leur est apporté par les professionnels, mais aussi dans le cadre de l'espace qui leur est proposé. Donc retrouver un lieu pour dormir qui soit humainement favorable, avec des repères qui correspondent à ce qu'ils ont pu connaître dans le passé, ou peut-être parce qu'on se fait aussi une définition du bien-être et qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Le traitement de sol, par exemple, là sur les dernières maisons, on a fait du parquet vitrifié, on a fait du revêtement de sol en dalles plutôt de qualité, avec des murs qui sont traités de la meilleure façon, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'uniforme. On essaie vraiment de créer des conditions qui ressemblent à une maison. Créer de la personnalisation, quoi, quelque part. Voilà, et assouplir un peu le côté brutal que les personnes connaissent dans la rue, quoi. Donc ça, je crois beaucoup, moi, à l'aménagement spatial et au fait de donner des codes par des matériaux différents qui permettent aux gens de vivre les choses et les lieux différemment. Jusqu'à 20h ce soir sur 88 FM, on parle des plus démunis. La Sasson est avec nous, association justement bienfaitrice justement pour ces personnes les plus démunies. On se retrouve juste après Highway to Hell sur Radio Grand Lac 88 FM.
sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Et on revient jusqu'à 20h sur Radio Grand Lac 88 FM. Je suis avec Aziz Albaraoui et Marc Matray, tous deux à l'Assasson, l'association qui protège les plus démunis, les SDF. Et d'ailleurs, je vous posais la question hors antenne. L'objectif d'Emmanuel Macron, lorsqu'il est rentré au gouvernement, c'était de dire, moi, sous mon quinquennat, 0 SDF. Bon, on lui laisse la responsabilité de ses mots, ça n'engage que lui, mais vous, en Savoie, est-ce qu'on arrive à dire 0 SDF en Savoie ou pas ? Écoutez, c'est ce que on pouvait se dire en aparté, c'est que c'est un peu difficile d'arriver à ce 0 SDF, puisqu'on a quand même certaines personnes qui ne souhaitent pas venir dans nos établissements. Voilà, ou qui ont connu nos établissements et qui n'ont pas trouvé la prestation ou le service adéquate. Ça peut arriver aussi. Oui, ça peut arriver aussi. Et donc, c'est des personnes qui se retrouvent à la rue et souvent en squat, ou dans des abris de fortune. Et c'est vrai que, voilà, essayer de refaire un travail, c'est un travail de longue haleine avec nos équipes de rue, avec nos professionnels, de pouvoir aller faire du aller vers, retourner vraiment, refaire du lien, là où le lien s'est cassé, essayer d'en discuter de pourquoi ça n'a pas pu fonctionner, et essayer de reproposer des solutions, même si c'est pas de la mise à l'abri, sur des choses beaucoup plus pérennes en termes d'hébergement ou de logement adapté. Alors comment on fait justement quand on se retrouve là, comme très récemment sur Aix-les-Bains, face à un squat où il y a une quinzaine de personnes qui vivent là et qui finalement, est-ce qu'on peut parler de choix à ce niveau-là, parce que forcément ils vous connaissent, non ? Alors pour certains sont connus, pour d'autres ne le sont pas. Donc dans l'idée, notre travail, nous, c'est vraiment de faire du lien au niveau de nos équipes de maraude et de rue. Nous, notre objectif est vraiment là, c'est-à-dire de pouvoir avoir une connaissance un petit peu du territoire, des personnes qui pourraient se retrouver en besoin d'aide, et de pouvoir lui faire une aide. Ça peut aller du café, de la petite soupe, ça peut aller de la couverture, de la tente, du sac de couchage, à l'hébergement, à la proposition d'hébergement et d'accompagnement. Mais dans l'idée, nous, c'est vraiment de faire du lien avec ces personnes, pouvoir avoir un échange avec elles, pouvoir vérifier qu'elles sont dans des conditions pas dangereuses, parce que c'est le rôle aussi de l'équipe de rue de vérifier que s'il n'y a pas une mise en danger par les conditions de squat, d'hébergement, de logement, pour pouvoir donner des conseils, sur le mode de chauffage, par exemple. Nos équipes sont bien préparées là-dessus, pour expliquer de faire attention, l'aération, pas l'aération. Donc voilà. Donc dans cette idée-là, c'est vraiment d'aller vers. Il y a des drames avec ça. Oui, exactement. D'ailleurs, les drames sont majoritairement liés au mode de chauffage ou à des oublis sur une bougie et voilà, on a des incendies. Donc nos équipes de rue sont vraiment là pour faire ce lien-là, pour rencontrer. Donc on a un travail là autour de ce squat sur Aix-les-Bains, de pouvoir déjà les rencontrer, échanger avec eux. Il existe toujours, ou est-ce que du coup, est-ce que la force publique à un moment donné met un terme à ces squats ? Alors dans l'idée, c'est pas la force qui prime d'abord. D'ailleurs, on essaie de travailler, y compris avec la municipalité, avec les forces publiques, avec les pompiers, et essayer de faire un lien de partenaire pour que justement on puisse faire du aller vers et essayer de voir quelles solutions on peut proposer. Et voir s'il y a une nécessité de fermer aussi ce squat, mais de le fermer dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on a un petit peu cette expérience au niveau de l'Assasson. On a pu aider les forces de l'ordre, mais comme les municipalités, à fermer des squats, mais en faisant des propositions de logement, d'hébergement aux personnes, qui n'est pas une remise à la rue sèche et sans solution. Et bon, c'est aussi la volonté des pouvoirs publics, de toute manière, de pouvoir trouver des solutions pour que ça se passe le mieux possible. C'est très rare en Savoie qu'on fait appel à la force, donc pour justement faire de l'expulsion de squat, et surtout pendant la période hivernale. Vous voyez, c'est un peu. Oui, bien sûr, encore moins pendant la période. Encore moins dans la période hivernale. Vous parliez tout à l'heure de aller vers. Il y a aussi donc tout ce programme de réinsertion vers la vie, on va dire, vers la vie commune, on va dire, quelque chose comme ça. Et donc dans l'idée, il y a donc la progression donc du logement d'urgence, et ça peut aller donc derrière vers la location d'un bien. Et ça, Marc, ça c'est plutôt ton travail, ça. Oui, on a effectivement une démarche de captation de biens, encore une fois, aussi bien sur le parc public que sur le parc privé, mais je dirais que le parc public correspond davantage à des schémas organisés dans le cadre de commissions d'attribution. Nous, on intervient auprès des propriétaires bailleurs avec les outils notamment de l'ANA, donc de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Ce sont des niches fiscales pour la plupart,
Oui, alors c'est vrai que pour un propriétaire qui voudrait nous confier un bien en location, outre le fait qu'il soit déjà sûr d'être payé de son loyer, ce qui est pas forcément négligeable aujourd'hui, mais il bénéficie d'un abattement fiscal dans le cadre de l'intermédiation locative de 85%. 85% d'abattement fiscal. Voilà. Donc c'est quasiment loyer cadeau, quoi. Alors c'est effectivement une intervention qui se fait, encore une fois, il ne faut pas que la couverture soit complètement tirée d'un côté. Quand on fait de l'intermédiation locative, on demande bien sûr au propriétaire un certain nombre de choses, et notamment une qualité de logement. Si ce n'est pas le cas, on travaille avec lui et avec les services de l'État pour justement éviter que l'on ait des biens privés qui soient dans des états parfois difficiles et qui soient même dangereux. Donc on en profite aussi pour se mettre aux normes et aider, plutôt que d'être dans des mesures coercitives en direction des propriétaires et les montrer du doigt. On les accompagne de manière à pouvoir faire à la fois un bâti conforme, mais aussi que l'on puisse positionner des familles ou des personnes seules, selon la typologie, pour qu'elles puissent vraiment s'approprier encore les choses et qu'elles soient parfois aussi en contact avec le propriétaire qui nous loue. Donc on est vraiment, dernièrement on a été notamment sur Toi d'abord avec l'équipe d'Aziz. Toi d'abord, c'est quoi, vous pouvez nous en parler un peu Aziz, Toi d'abord Alors le Toi d'abord, ça a été un dispositif expérimental, puisque maintenant on ne peut plus parler d'expérimentation. C'était de proposer justement à des personnes dont on parlait justement qui ne souhaitaient pas aller en hébergement collectif, dit collectif, puisqu'ils s'y retrouvaient pas pour X raisons, la cohabitation ou d'autres problématiques, de leur permettre de passer de la rue en logement directement. Voilà, donc c'était quelque chose qui était un peu révolutionnaire dans le sens où comment une personne à la rue, est-ce qu'elle va bien payer son logement, est-ce qu'elle va être une bonne ou un bon voisin, est-ce qu'elle va nous laisser encore la possibilité de l'accompagner, est-ce qu'elle va pas fermer la porte, est-ce qu'elle va pas créer des problèmes dans le quartier. Et c'est vrai que c'était une idée un petit peu comme ça, de dire on a tous un droit au logement, on est tous en capacité, on a tous, comme tu disais Marc, vécu un jour un logement en famille, de toute façon au minimum, dans son enfance, vécu dans un logement, que ce soit locatif ou propriétaire, privatif. Et donc dans l'idée, c'est qu'on est tous en capacité de pouvoir tenir un logement, de payer son loyer et d'être un bon voisin et d'accepter qu'il y ait un regard sur soi en tout cas. Et c'est vrai que ce dispositif-là a démarré depuis quelques années maintenant. C'est ça. Voilà, je crois qu'on est parti de 10 locataires, puisqu'on peut les appeler comme ça, et on augmente petit à petit pour arriver jusqu'à 25 locataires, je crois, Marc, si je dis pas de bêtises. Oui, on est avec une vingtaine de personnes et avec des exemples qui sont particulièrement attachants, puisque aujourd'hui, la propriétaire, puisque c'est en l'occurrence une dame à qui je pense, une dame qui a eu d'ailleurs une vie bien remplie, puisqu'elle a été représentante d'ambassade dans différents pays dans le monde, et cette personne se soucie régulièrement de ses occupants et leur transmet des petits mots, leur transmet un bouquet de fleurs pour l'anniversaire, leur transmet aussi, elle leur a ramené récemment de la nourriture et des choses un peu sympathiques. Et donc aujourd'hui, on arrive à avoir ces transferts, c'est-à-dire que quand la structure par elle-même n'existe plus dans la relation entre le sous-occupant, qui est malgré tout un terme un peu péjoratif, ouais. Mais dans le cadre de son statut d'occupant du logement et du lien direct avec le propriétaire qui, on n'a pas forcément un instinct direct à louer à des personnes que l'on voit traîner dans la rue ou vivre dans un garage, puisque j'ai cet exemple en tête, en l'occurrence sur Chambéry, un couple. Et donc aujourd'hui, quand le lien se fait sans que la structure intervienne, c'est complètement gagné, quoi. C'est-à-dire que la cohésion sociale, pour le coup, elle existe. Elle est établie. Et on n'a pas besoin de forcer les gens parce qu'ils l'ont. Ils l'ont en eux. Voilà. Et je crois qu'on est sur des périodes sensibles comme celle de Noël, mais au quotidien, on vit des choses. Enfin, les équipes pédagogiques de l'Assasson vivent des choses très très fortes.
Et je pense que ça, il faut vraiment se protéger et protéger ces conditions-là pour que ça puisse perdurer, quoi. Comment ça se passe justement Noël à la Sasson ? Comment ça se passe ? Excusez-moi. Noël à la Sasson, ça se passe comment ? Alors, Noël à la Sasson. Alors, on va dire, c'est en grande discussion en ce moment. C'est-à-dire que philosophiquement, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on fait des grands Noëls comme si on était en famille ? Vous voyez ? Et c'est ce qu'on a fait depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ou alors, on permet à ces personnes aujourd'hui d'organiser leur propre Noël et d'accueillir leur famille. Ou aller d'aller auprès de leur famille, ou aller sur des Noëls un petit peu organisés, comme on pourrait aller dans des temps festifs et autres. Et c'est vrai que moi, de plus en plus, je vais parler pour moi, de plus en plus, je suis sur la deuxième option, c'est-à-dire que j'essaye d'organiser avec les familles, c'est-à-dire leur donner les moyens pour aller les aider à payer un billet de train, à organiser des vacances pendant ces périodes-là, aller voir leur famille, plutôt que d'organiser un grand temps festif familial où souvent ils s'y retrouvent pas parce que on n'est pas leur famille, concrètement, même si on est les aidants. En tout cas, on est des professionnels aidants, mais on n'est foncièrement pas leur famille. Et ce qui est le plus important pendant ces périodes-là, c'est qu'ils puissent aller auprès de leur famille et puissent vivre un Noël comme ils l'auraient pu connu. Et pour vous donner un exemple, pareil, au niveau des enfants, vous savez, on avait une attitude au préalable où l'association achetait les cadeaux et puis on faisait ça, un arbre de Noël, et puis on offrait les cadeaux aux enfants de nos personnes hébergées. Aujourd'hui, on réfléchit un petit peu différemment, c'est-à-dire que on essaye d'aider la famille à pouvoir justement faire ces emplettes-là, voire les aider financièrement si vraiment ils sont en difficulté, pour vraiment acheter le cadeau adéquat qui ferait plaisir à leurs enfants et pas des cadeaux un petit peu impersonnels entre guillemets qui pourraient être offerts à tout enfant en difficulté. Donc on est encore dans ces discussions-là. Moi, je prends plutôt la deuxième option qui est de dire ils sont en capacité de pouvoir eux aussi organiser avec de l'aide, c'est sûr, parce que quand vous êtes descendu très bas, c'est difficile d'engager ces temps-là comme nous on peut les engager de manière un petit peu instinctive. Mais c'est vraiment de venir uniquement en soutien, mais pas de se substituer. Voilà. Moi je trouve que c'est important de pas se substituer à la famille, de pas faire à la place d'eux. Vous êtes sur Radio Grand Lac, on est dans les 10 dernières minutes, on s'écoute un petit Mika et on revient tout de suite sur 88 FM. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac pour les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes de notre émission, on parle de tout, on parle de toi. Sur Radio Grand Lac avec la Sasson. La Sasson, donc l'émission association qui s'occupe des plus démunis. Et moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez à propos notamment des enfants, parce qu'il y a forcément de l'accueil de mineurs, et parfois des très très jeunes enfants. Comment c'est pris en charge ? La prise en charge, dans l'idée, c'est vraiment quand une famille ou une femme seule avec enfants se retrouve à la rue. C'est souvent le cas, c'est souvent des femmes seules avec enfants. Oui. Mais nous avons aussi des familles. Mais là, je prends un exemple ce week-end, où justement, donc une dame avec ses 3 enfants se retrouvait à la rue, puisque ça faisait 6 mois qu'elle était sur le territoire et que du coup, elle était hébergée chez sa sœur, que l'hébergement devenait vraiment difficile et que du coup, elle se retrouvait complètement à la rue, dans la voiture, à dormir avec ses 3 enfants, et donc à faire appel au 115 et à dire quelle solution. Et la question, oui, les enfants sont scolarisés sur le territoire, donc il faut pas les déraciner non plus. Et en même temps, on peut pas non plus, pour juste une question de perte de logement, aller faire du placement d'enfants dans des foyers, qui serait très très traumatisant pour la famille, pour les enfants et pour la maman. Donc l'idée, c'est de trouver donc en synergie avec le 115, avec les services de la Sasson, les services de l'État, la mairie, de trouver une solution d'hébergement ou de logement pour que cette famille puisse se reconstruire dans un lieu. En tout cas, déjà, à un moment donné, d'être hébergé en sécurité dans un lieu, que les enfants puissent continuer leur scolarité tranquillement et que la mère puisse faire les démarches nécessaires pour justement pouvoir retrouver un logement qui lui soit propre, un emploi et que ses enfants puissent continuer une vie normative. Et donc, dans l'idée, parmi les sans-abri également sur lesquels vous êtes confrontés, il peut arriver aussi qu'il y ait, alors pas des jeunes enfants, mais peut-être des mineurs. Je pense à tous ceux qui ont 15, 16, 17 ans, qui sont peut-être un petit peu peut-être déjà en foyer, qui ont peut-être déjà un parcours de foyer ou qui sont en rupture familiale. Oui, alors nous accueillons que les personnes adultes, c'est-à-dire personnes adultes accompagnées d'enfants mineurs. Mais au niveau des mineurs, donc c'est la responsabilité et du conseil général
conseiller départemental. Donc, mais nous, en équipe de rue, en tout cas, régulièrement, nous avons des mineurs que nous accompagnons ou au conseiller départemental ou à la police pour qu'il y ait une prise en charge adaptée du fait de leur minorité. Et c'est quoi, du coup, après cette prise en charge? Comment ça fonctionne? Alors, au niveau de la prise en charge, c'est-à-dire que le conseil départemental a la protection de l'enfance et donc les envoie dans des foyers pour mineurs qui sont sur la Savoie. On en a plusieurs. Et donc, ils vont pouvoir être accueillis avec d'autres enfants et avec une équipe pluridisciplinaire pour tout ce qui est accompagnement éducatif pour permettre la rescolarisation de l'enfant, l'accompagnement. Quand les enfants sont isolés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de famille, des choses comme ça. S'il y a de la famille, l'idée, c'est le temps de retrouver la famille et de pouvoir, en tout cas, redonner l'enfant à la famille si elle est encore en capacité de pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions. Et la force quand même de tout ça, c'est malgré tout, on a une chance inouïe sur notre territoire, c'est d'avoir des partenaires très à l'écoute et qui travaillent ensemble. Sans ce travail collectif, et quel que soit le domaine, on vient de parler des jeunes, mais on peut parler de n'importe quel domaine touchant vraiment le trait social. C'est clair que sans un partenariat orchestré par le service de protection des populations de l'État, et bien sûr des autres partenaires, départements, collectivités, etc., financeurs divers, on ne pourrait pas avoir vraiment ce résultat, même s'il reste énormément de choses à faire, mais on a quand même une chance d'avoir des outils, des partenaires à l'écoute et des solutions qui peuvent correspondre aux personnes. Et si elles ne correspondent pas, tout le monde se remet en recherche pour qu'on puisse y arriver ensemble. Question un peu peut-être bête, mais est-ce que ça s'accroît ou est-ce que ça décroît le nombre de personnes en difficulté? Écoutez, j'ai plutôt l'impression que c'est assez fluctuant en fonction des périodes. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'accroissement et puis on sent qu'il y a quelque chose qui fléchit comme ça et puis qui repart. Et c'est vrai que souvent on n'a pas la teneur du pourquoi. Il n'y a pas de règle, quoi. Voilà, on ne sait pas. C'est pareil, on parlait des personnes qui sont en migration. On avait sur des années des populations où chaque jour on avait une famille qui arrivait sur le territoire et où il fallait trouver une solution d'hébergement. Et c'est vrai que cette année, on a plus des personnes seules, isolées, qui se retrouvent à la rue, le droit commun. Mais voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de fléchissement de la demande connu, puisque nos établissements sont quand même complets, pas à 100%, mais à 98%. Nos établissements d'hébergement d'urgence sont complets. Les hébergements d'insertion également, et puis le logement accompagné. On ne doit pas être très loin. Tout l'importance aussi d'avoir justement de pas emboliser parce qu'il y a un moment donné ça sature sur certains lieux. Il faut impérativement qu'il y ait ce parcours et pour qu'il y ait ce parcours, il faut qu'il y ait les outils en face. Et le logement fait vraiment partie de l'outil principal pour que la famille. C'est l'outil prépondérant. Oui, c'est sûr. Marc, Aziz, l'heure vient de passer. Ça allait encore une fois super vite. Donc, c'est trop court. Je vais devoir vous réinviter une troisième fois. Avec plaisir. Mais vraiment, on y pense. Je pense au sortir de cet hiver, ce serait, si vous êtes d'accord, ce serait formidable de vous avoir à nouveau. Marc, peut-être le mot de la fin, je te le laisse. Après, tu prendras la parole, Aziz. Peut-être si tu as un message à faire passer ou quelque chose. J'aurais tendance à dire merci, encore une fois, par rapport à toutes les actions qui sont menées, parce que on les voit arriver, alors elles sont portées par... On a quand même la chance, et je le dis pas, je pense qu'on a la chance d'avoir une direction, une équipe de direction qui fait en sorte de faire avancer les choses, bon gré, mal gré, et quelles que soient les difficultés rencontrées, avec... une présentation des choses aux partenaires pour que ça puisse se faire ensemble. Donc, s'il n'y a pas de solution individuelle sur ce type de thème, il faut vraiment qu'on puisse le faire en commun. Aziz ? C'était la question, est-ce que c'est l'affaire que de quelques personnes, de cet accompagnement des personnes sans domicile? Moi, je crois que c'est quand même l'affaire de tous. Et je crois que chacun d'entre nous, et je prends moi à titre personnel, on peut y participer. En tout cas, on peut aider. Marc donnait les exemples des bailleurs privés qui proposaient un logement, participent aussi à cet effort de pouvoir trouver des solutions d'hébergement et voilà, et que le logement ne reste pas vraiment l'aboutissement de quelque chose, d'un rêve,
mais que ce soit le départ de quelque chose pour mener une vie normale. C'est superbement dit. Merci beaucoup, Aziz, Marc, pour cette soirée, d'avoir répondu à cette invitation. Chez nous, ça continue sur Radio Grand Lac toute la semaine, et dès demain matin à 7h avec Audrey pour la matinale. La semaine prochaine, émission spéciale de 17h à 19h. Je recevrai Pierre, Leslie et Laurence Le Marchal. Ensemble, on parlera pendant 2 heures de l'association Grégory Le Marchal, qui est en pleine expansion elle aussi, et dans laquelle il y a énormément de choses à dire. Ce sera une émission formidable là encore. Je souhaite de passer à tous une excellente soirée et restez bien sur les ondes du 88 FM, parce que demain matin à la matinale, on va encore se régaler. À très vite. Radio Grand Lac, 88 FM.